Très bien, merci et bienvenue à tous pour ce webinaire sur les RFID et l'impact sur la transformation de la supply chain qui va être présenté aujourd'hui par Greta Moser. Je suis donc Seb Fournier, trésorier et membre actif de l'association Alp Supply Chain. Si tu veux juste passer une slide, Greta, s'il te plaît, pour introduire très rapidement l'association. Donc, nous sommes maintenant 160 adhérents. J'imagine que beaucoup parmi vous sont adhérents. Merci de votre présence aujourd'hui. Et nous sommes vraiment l'association qui regroupe et fédère tous les acteurs de la supply chain, professionnels de la supply chain dans les Alpes au sens large, hein, de tout le quart, on va dire, sud-est français, autour de Annecy, Chambéry, Lyon, Grenoble, Genève, avec de nouvelles antennes qui se créent progressivement. Lyon est bien lancé maintenant, Grenoble est en train de se lancer aussi. Et notre mission, c'est vraiment de promouvoir la supply chain, former les différents acteurs, partager entre nous les bonnes pratiques et renforcer le réseau local pour mener aussi des projets collaboratifs. On frôle les 160, 100, un petit peu plus d'adhérents et on est très content de lancer toutes ces activités pour partager au sein de ce réseau. On est aussi supporté par tous nos partenaires dont vous voyez les logos ci-dessous qui nous aident vraiment à faire de cette association un tissu très actif sur tous les Alpes au sens large. Vous pouvez aussi pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, adhérer directement en scannant le QR code là qui vous amènera sur notre site. Et sans plus attendre, on va passer directement dans le vif du sujet sur la RFID et qui va être présenté par Greta. Donc Greta, petite introduction rapide. Elle a 18 ans de transformation supply chain à l'échelle internationale, avec une spécialisation dans l'alignement et entre la stratégie digitale et la réalité opérationnelle. Elle a été architecte de solutions RFID en ayant accompagné le déploiement de cette technologie pour des géants du retail et de l'industrie comme Zara par exemple ou Decathlon et aussi également pardon, experte Gemba, reconnue pour son approche centrée sur l'humain et l'adhésion des équipes terrain lors des phases de changement technologique. Donc, je suis très heureux, Greta, de te donner la main pour ce webinaire aujourd'hui. À toi, Greta. Merci. Merci beaucoup, Seb. Bonjour à tout le monde. Ben, je sens un peu la pression, mais non. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier la partie de la technologie RFID et de vous donner des éléments pour comprendre mieux de la technologie, pour comprendre le marché, surtout aller dans les cas pratiques, vous donner vraiment des vrais exemples concrets sur la mise en place de l'RFID, les ROI, les clés du succès, et on va parler aussi un peu du futur, le passeport digital. Donc, moi, l'objectif, c'est vraiment de vous apprendre quelque chose. Je viens pas avec un objectif commercial parce que je travaille pas du tout pour une société qui fait des RFID. Je suis juste passionnée par le sujet. J'ai travaillé dans une société qui le faisait. Donc, pour moi, c'est vraiment de vous partager des bonnes pratiques et mon expérience. Donc, on va faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Une fois j'aurai passé la partie de la technologie, je vais faire un petit stop. Si vous avez des questions, on peut discuter. Et après, on passera dans les cas pratiques et à la fin, on aura le temps pour avoir vos questions. Donc, n'hésitez pas, soit le mettez dans le chat, soit on aura du temps pour ça. D'accord? Donc, on va commencer un peu par le marché. En fait, l'RFID, c'est un standard mondial aujourd'hui. À l'époque, on pense que c'est le futur, c'est des choses connectées. Mais en 2026, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des sociétés qui mettent en place de l'RFID. Donc, rien il y a 45 milliards de tags, c'est les étiquettes RFID, qui doivent expédier en 2023. La valeur du marché, elle est en 36 milliards d'ici à 2030. Et pourquoi? C'est parce que les tags ou les étiquettes RFID, les prix, ils ont réduit avec le temps, ça se commoditise. Et il y a de plus en plus des besoins de transparence. On l'a vécu avec la pandémie, notamment avec le Covid.
On s'est rendu compte que les supply chains, en général, ils sont pas assez organisés et transparents comme on pensait. Donc, il y a aussi de la demande, même de nous, consommateurs, d'avoir beaucoup plus de transparence sur l'origine des produits, l'empreinte des carbone, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie générale. Mais si on regarde la France en soi, en France, on a la chance parce que c'est le deuxième marché européen qui utilisent le RFID. Et c'est grâce aux deux grands du retail, je dirais, comme Decathlon et Leroy Merlin. Ils sont suivis par des autres, hein, évidemment. Et le marché de luxe aussi. LVMH et Chanel, ça fait un moment qu'ils ont mis en place la technologie RFID. C'est une opportunité, en fait, pour les entreprises. Et c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place que si on fait partie de Decathlon ou Leroy Merlin. La technologie peut être mise en place dans un PME tout petit. Il n'y a pas de règles par rapport au retour d'investissement. Évidemment, il faut calculer, mais c'est pas que réservé aux grands groupes qui ont des volumes énormes. Et après, la chance qu'on a aussi en France, c'est qu'il y a une expertise locale. Il y a des sociétés internationales qui sont bien installées en France, comme Avery Dennison, où je travaillais, comme Checkpoint, qui fabriquent les étiquettes ou les tags RFID. Il y a des intégrateurs. Il y a aussi de fournisseurs de tout ce qui est la partie handheld, hardware, on appelle tous les équipements pour lire la technologie RFID. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut en France si on veut se lancer dans l'RFID. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Comment ça marche l'RFID? J'avais une étiquette, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il y a trois éléments clés. Donc, c'est ce qu'on appelle le tag. Depuis tout début, je dis RFID, tag, tag. Le tag, c'est une étiquette en général. Une étiquette en papier, une étiquette autoadhésive, mais juste pour vous mettre une visuelle derrière la technologie. Et la différence entre une étiquette RFID et le code barre traditionnel, c'est que cette étiquette a une identité unique, un numéro unique qui peut être tracé. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Ah là là, pardon. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Oui, Par oui. contre, on a perdu ton écran. Et vous voyez les slides? Je suis Non, désolée. Petite interruption. Désolée. Petite interruption technique. Quand on connecte le téléphone avec l'ordinateur, ça bloque tout. Je suis... pas de Pardon. Donc, souci. on va partir. On revient en arrière. Les trois éléments de la RFID. On a le tag, c'est l'étiquette. Je suis tellement passionnée par l'étiquette que bon. Et l'identifiant unique. Donc, c'est vraiment ce qu'on va mettre sur le produit. Soit on le colle, soit on va l'attacher. Il y a des façons différentes de le faire. Après, il y a le lecteur qui va lire l'étiquette. Et après, toutes ces données qu'on va capturer, ils vont aller dans ce qu'on appelle le middleware. Donc, on capture toutes les données. On ne veut pas polluer notre système informatique, le ERP, avec toutes les données qui vont sortir. Donc, on va choisir quelles sont les données dont on a besoin après pour faire les différentes actions qu'on va faire dans la chaîne d'approvisionnement. Ça peut être le shipping, receiving, etc. Je vais venir sur le flou de logistique pour vous montrer comment ça marche dans un instant. Après, quand on parle de RFID, on parle aussi d'un tag passif ou actif. Il y a différentes caractéristiques pour tous les deux. On va les comparer juste pour vous donner une idée parce que les questions qu'on me posait toujours, c'est combien ça coûte, c'est trop cher, comment je sais qu'est-ce que je vais utiliser, etc. Donc en général, la plupart des cas d'usage en supply chain, c'est les tags passifs. C'est une question de source d'énergie, il n'y en a pas. C'est pour ça que ça s'appelle passif, parce que ça s'active que quand on va le lire avec le lecteur, quand on va scanner. Le coût du tag, comme je vous disais tout à l'heure, il est très faible. Dans le début, c'était peut-être deux, trois fois plus. Maintenant, on peut avoir des tags RFID pour moins de 10 centimes. Et la portée, 10 à 12 mètres. Et la durée de vie, c'est quasi illimité. Ça dépend où on va mettre l'étiquette. Si c'est une étiquette des prix, c'est sûr qu'elle doit, à partir du moment qu'on la coupe, on peut plus l'utiliser, mais elle est toujours, voilà. Elle sera pas morte en soi, mais on peut pas l'utiliser. Et les applications, c'est vraiment tout ce qui est inventaire, textile, agroalimentaire. On va le voir dans les cas d'usage tout à l'heure.
Et, euh, et dans l'autre sens, si vous avez, par exemple, des containers ou des, des produits qui sont assez chers, on dirait des équipements, etc., on peut prendre un RFID actif avec une batterie intégrée, mais vous voyez que le prix, c'est pas le même. On parle de entre 15 et 100 euros par unité, mais la portée elle est beaucoup plus longue et une limite de vie comme le téléphone. Voilà, la batterie, une fois elle est morte, elle est morte. Et c'est vraiment dans des cas spécifiques. Par exemple, euh, dans la réparation des équipements très chers, les ingénieurs, ils partent avec un coffret, avec plein des outils qui coûtent une fortune. Bah, ils vont mettre des tags, ils vont le suivre même dans l'aéroport pour voir où sont les outils. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui surtout sur la partie passive, dans les cas d'usage pareil. Donc ça, c'est la partie un peu la théorie. Je sais que ça peut être un peu... On va partager tout ça après avec vous. Et la partie intéressante, c'est les points de capture. En fait, OK, on va investir dans des étiquettes ou des tags RFID, on va payer, on va les encoder, etc. Mais quel est est-ce que c'est utile? Combien de fois on peut l'utiliser? Ça nous donne la transparence. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire avec. À partir du début qu'on met en place l'étiquette dans l'usine, on va l'expédier. Il y a des différentes façons de lire une étiquette RFID. Déjà, c'est pas un par un, c'est ça la différence avec un code barre, c'est qu'un code barre, enfin, on va scanner un carton avec un code barre après l'autre, après l'autre, après l'autre. Avec le RFID, vous pouvez faire une lecture massive de un tas de produits en 3 secondes. Donc, ça passe par exemple par le portique, comme dans l'image, la portique d'expédition, il y a un carton qui à l'intérieur aura, je sais pas, 50 paires de chaussures, n'importe, qu'ils ont une étiquette. À partir du moment que ça passe par le portique, ça va lire et ça va donner toutes les infos de cette carton. Donc c'est ça la grande valeur ajoutée en fait. C'est cette rapidité de lecture et aussi la précision de la lecture. Donc, tout ce qui est inventaire, vous pouvez imaginer, ça se fait très rapidement. Réception d'entrepôt, l'expédition, prêt pour gérer le stock et l'inventaire, c'est là où on gagne beaucoup de temps et beaucoup de productivité. Et pour le picking, et même dans les magasins, c'est ce que vous voyez peut-être quand vous allez dans les magasins qui ont la technologie RFID, que vous avez peut-être pas, que c'est les RFID, c'est que on peut faire le check-out tout seul. Il n'y a pas de caissière. Un peu comme un Decathlon, on met les affaires. Et comment ça se fait? C'est de la magie, mais ça, c'est la technologie RFID derrière. Donc maintenant que vous avez fait cette séminaire, oh, à la fin de cette séminaire, quand vous allez faire du shopping, vous allez penser à moi. Et vous allez regarder et vous allez dire, ah ok, d'accord, maintenant on voit la magie, c'est ça en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est par rapport à la théorie très rapidement. Maintenant, je veux m'arrêter 2 secondes avant de passer dans les cas pratiques. Parce que je sais que je suis allée très vite. Parce que pour moi, c'est un sujet que j'ai vu pendant des années. J'étais dans le côté fournisseur de RFID, préparer tout pour les clients pour mettre en place. J'étais aussi de côté développement de produits, et des imprimantes pour encoder les RFID. Donc, je travaillais directement avec les clients, donc j'ai eu différents angles. Donc, pour moi, c'est, là, je sais pas combien de fois que je vois par exemple, cette slide-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie théorie? Est-ce que si on vous demande qu'est-ce que c'est un tag RFID, vous pourrez répondre, par exemple? Tu vois? Ah, on a les premières questions. Merci Greta, c'était super clair. On a quand même une première question. La lecture à distance est-elle suffisamment évoluée pour être fiable quand on passe une palette dans un portique? Donc là, ouais, justement, sur ton illustration, les Mhm. premiers cas, portique d'expédition. Oui, il y a des portiques, il y a des tunnels. Les tunnels, ils sont plus fiables parce que ça passe vraiment par un tunnel où on va lire et ça donne un peu plus de temps pour lire aussi. Mais non, la précision des lecteurs RFID, maintenant, c'est pas... Avant, il y avait beaucoup de contraintes. Bien sûr, s'il y a du métal, etc., il faut faire attention.
Mais il y a même aujourd'hui c'est de l'eau et le métal. Aujourd'hui, il y a des tags spécifiques qui ont été créés pour métal, en fait, c'était dans les cosmétiques, je pense, oui, des parfums ou des choses comme ça. Et ils commencent à développer aussi des tags pour tout ce qui est liquide, en fait. Si on a des bouteilles, on voulait mettre en place. Aujourd'hui, il n'y a que j'ai certains producteurs de vin qui vont mettre des étiquettes RFID, mais c'est encore en partie en développement. Mais en général, les lecteurs, ils sont assez avancés. Il y a pas mal de fournisseurs dans le marché. Ok, merci. On a aussi d'autres questions que j'essaie de capturer en même temps sur l'application. Est-ce que c'est plutôt pour les produits à forte valeur ajoutée ou à forte valeur, pardon, puisqu'on généralement les responsables supply chain se posent la question. Donc, en termes d'application, comment tu... Non, non, pas forcément, parce que si on pense, si vous allez par exemple à Kiabi aujourd'hui, bah, les produits Kiabi, ils sont pas très chers en soi. Vous achetez un t-shirt Kiabi, ça coûte 5 euros peut-être. Ça dépend ce qu'on achète, mais et le coût en production, par exemple, en Asie de l'Est, du Sud-Ouest, Sud-Est, pardon, il est vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Mais tous les produits ont une étiquette RFID. C'est une étiquette simple. En fait, on l'adapte, on prend une petite étiquette autoadhésive. Ça ne sert à pas quelque chose de très joli, mais pour les retailers, ça vaut vraiment le coup parce qu'ils gagnent beaucoup de temps au niveau inventaire. En fait, ils gagnent, on réduit par 10 le temps d'inventaire et surtout la précision du stock. Donc Très vraiment, bien. moi, je travaillais dans le secteur retail, tout ce qui est vêtements, chaussures, etc. Et c'était pas même si Chanel ou LVMH vont l'utiliser, c'est pas là où, c'est surtout pour les entreprises qui ont, bah, quand on a du volume, on a beaucoup de produits différents, etc. Ça veut vraiment le coup. Mhm. Ok, très bien, merci pour ça. Je vois qu'il y a du coup pas mal de questions, on va essayer de les répondre assez rapidement. Une question en termes d'application, d'usage. Est-ce que tu connais des usages dans le milieu hospitalier? Oui, je connais l'usage dans la partie médicaments, sûrement. Il y a des entreprises pharma qui commencent à mettre des étiquettes RFID dans les médicaments pour avoir la traçabilité, pour faire les inventaires, etc. Dans les hôpitaux, pas un cas d'usage que je connais après si, mais je peux me renseigner, mais je pense que ça, tout ce qui est gestion d'inventaire, on peut mettre des tags RFID, hein. Mm. Un Ok. peu comme dans la restauration qui commence à le faire sur la vaisselle réutilisable. Mhm. Ok. J'ai deux questions sur l'aspect technologique. Différence entre RFID et tag Bluetooth et est-ce que les tags NFC sont des tags RFID? Donc, est-ce que tu peux nous Oui, détricoter un petit peu tout ça? RFID versus Bluetooth versus NFC. c'est trois choses différentes, même si ça ressemble un peu. Je vais commencer par l'NFC, parce que c'est pour moi le plus simple, je dirais, à expliquer la plus grosse différence. L'NFC, c'est vraiment des proximités. On ne peut pas faire de la lecture à 10 mètres, 12 mètres avec l'NFC. L'NFC, c'est vraiment comme on fait consumer engagement et on met le téléphone, on tape. Ça, c'est du NFC. Et par rapport au prix aussi, l'NFC, c'est plus cher que les RFID. Parce que ça va à l'intérieur de quelque chose, c'est la technologie les plus chère. Donc si le RFID il coûte par exemple 10 centimes ou 20 centimes, bah, l'NFC normalement c'est le double. Donc ça vaut le coup pour tout ce qui est par exemple lutte des contrefaçons. Si on veut faire par exemple, nous on avait cas d'usage dans les équipes, par exemple Barça ou une équipe de foot, ils vont mettre un tag NFC dans les badges pour faire l'expérience pour les fans. Donc, on fait aussi avec le téléphone et ça fait une expérience pour les fans. Mais pour la partie logistique, c'est pas top, en fait. C'est plutôt pour l'engagement du client dans le point final, on dirait. Mhm, Et Bluetooth, c'est vrai que ça commence à se développer un peu plus, mais ça reste pas très avantageux au niveau coût pour l'instant. Mais
Je dirais à voir. Je sais qu'il y avait des essais quand j'étais dans ma société, mais j'ai jamais vu des cas des Bluetooth qui partent vraiment pour une partie dans les cas d'usage que nous on est en train de voir au niveau supply chain. Ok, merci. Je saute sur une autre qui vient d'arriver, mais toujours sur la partie technologie. D'autres des questions, c'est trop bien. Est-ce que le ultra narrow band peut remplacer les RFID au bémol du prix? Ultra narrowband, donc là je sais pas de quoi on parle, je suis désolée. Ok, bah écoute, peut-être on Mais je peut. note. Ouais, on va voir peut-être plus tard. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions. Je vais essayer juste d'en prendre une autre groupée tout de suite. Et puis après, on va peut-être continuer. On verra si on adresse les autres sur la fin. En termes d'application, enfin d'usage à l'extérieur, est-ce que le RFID peut supporter à la fois des températures élevées, des températures négatives et peut être utilisé pour du stock à l'extérieur avec toutes les intempéries qu'on peut imaginer qui vont avec? Ma première réponse, ça serait oui, ça dépend des températures. Il y a des étiquettes que j'utilise pour le froid, notamment sur l'alimentaire. Euh, mais je ne sais pas quelles sont les limites de température. Mais sûrement dans un frigo, on peut mettre des étiquettes RFID. Après, ça dépend de le cas spécifique. Il y a des matériaux qui se développent pour protéger la puce Mhm. avec tout ce qui va autour. Il y a des températures très élevées. Le risque parfois, c'est avec la chaleur, que si c'est une étiquette adhésive, bah, la colle, elle se décolle parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a trop d'humidité. Donc, il y a des protections spécifiques en fonction du cas d'usage. Moi, j'ai toujours, il y a des façons d'englober, de protéger euh, la puce RFID pour que ça se puisse utiliser dans des conditions un peu brutales, comme dans les containers, etc. Mais comme on disait tout à l'heure, par exemple, un container, ça serait une tag active qui coûte plus Ouais, cher, qui est beaucoup plus mieux protégé, etc. ok, très bien. Allez, je prends quand même si, là, une dernière question groupée aussi sur le taux de fiabilité, le taux de lecture mesuré par les applications RFID. Et quel est le niveau? Est-ce qu'on peut garantir un certain niveau très élevé, enfin élevé? Et aussi, est-ce qu'on a des risques d'interférence avec d'autres signaux autour? Donc, c'est vraiment la question autour de fiabilité Mhm. et interférence. Alors, je commence par la fiabilité. Normalement, imaginez-vous si un géant comme Decathlon, il va mettre en place des étiquettes RFID, il faut que ce soit sûr qu'il y a une qualité extrême parce que toute la gestion opérationnelle dépend de ça. Donc, il y a des exigences pour les fournisseurs. En fait, des taux de qualité. En fait, quand on imprime et on encode les tags RFID, il y a une contrôle des qualités pour chaque tag où on contrôle la lisibilité. Et en général, les taux qui demandent les clients, c'est des 99%. Bah, 100%, évidemment, ils vont vouloir, mais ça, c'est statistiquement impossible. Mais les tags qui sont pas lisibles, ils ont normalement une marque noire juste pour la bloquer. Donc, quand on va l'appliquer à un vêtement ou quelque chose, on le voit tout de suite que c'est pas une bonne. Donc, ça va, théoriquement, ça devrait jamais arriver au point des ventes. Ça, c'est pour la partie fiabilité. Donc, il y a beaucoup d'exigences au niveau contrôle qualité. Et pour la partie lecture, bah, les interférences en RFID, ça peut être le métal, parfois. Mais bon, dans un entrepôt, on a les racks en métal. Mais le RFID qui est au milieu, bah, il y aura un carton avec des produits tagués avec RFID au milieu. Ça va. Ça va pas tout ça va pas impacter la lisibilité en soi. Et les liquides, comme on disait, c'est un peu les ennemis les fréquences infinies. Très Euh, bien. Bah, écoute, merci Greta. Je vois qu'il y a des échanges aussi sur le milieu hospitalier directement dans le chat. Et bah, très bien, partagez, c'est intéressant que vous partagiez entre vous. Je propose peut-être qu'on reprenne la présentation, qu'on avance, et puis vous avez toujours l'occasion de poser d'autres questions qu'on adressera un petit peu plus tard. oh, mais c'est super que vous avez beaucoup de questions, ça fait plaisir. On va Oui. passer sur les cas pratiques. Je pense que ça va aussi Oui. aider à confirmer certaines choses. Je sais que je suis un peu pénible avec mon décathlon, mais
Decathlon, ils ont commencé leur voyage RFID il y a presque 15 ans. C'était aux 16 ans. Ils ont commencé vers 2010, ils ont fait les premières pilotes. C'était vraiment tout petit. Moi, j'étais dans la partie fournisseur de RFID, donc on les fournissait les étiquettes encodées, tout, qu'ils testaient dans les magasins. Ils se sont mis comme objectif que tous les produits soient 100% avec RFID. Et ça les a pris quand même, quand vous regardez la date, en 2019. Ils ont commencé les pilotes en 2010-2011. Maintenant, ça va plus vite parce qu'on connaît mieux la technologie, parce que comme il y a les premiers qui l'ont fait, comme Decathlon, les autres prennent confiance et ils vont plus vite. Mais ça les a pris un certain temps. Et mais maintenant, c'est vraiment une institution chez eux. Quand vous allez dans les magasins, vous le voyez. Ils sont partout. Quand ils font l'inventaire rapide comme ça, ils passent avec le scan et c'est fait. Leur clé de succès, en fait, c'est ils font ce qu'on appelle le source tagging. Ça veut dire que les étiquettes, ils ont dans les vêtements, les chaussures, les équipements de sport, ils les ont mis dès le début. Par exemple, si moi je suis un fournisseur de t-shirts pour Decathlon en Inde, je suis obligée, entre guillemets, bah obligée, oui, c'est obligatoire pour moi de mettre de coudre une étiquette RFID. Je sais pas si savez-vous, j'ai quelque chose Decathlon devant moi là. Non. Vous avez vu, il y a des étiquettes assez grandes qu'on peut les couper nous en tant qu'utilisateurs, mais ils ont mis à la source dès le début. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que cette t-shirt elle part du magasin, bah, elle sera tracée tout au long de la chaîne logistique, dans les centres de distribution, dans les magasins, etc. On a toute l'historique de ces vêtements. Ça va rentrer dans le magasin et comme vous voyez dans le magasin, il va y avoir un tas comme ça. On passe avec le lecteur et on sait exactement ce qu'on a. Et eux, ça les permet aussi au niveau réactivité pour les changements des demandes, par exemple, ils ont les données beaucoup plus rapidement qu'avant. Ils ont aussi investi dans un cloud où ils peuvent avoir toutes les données dans le même endroit. Donc même au niveau prévision de demandes, au niveau supply chain, ils ont une big data, mais c'est incroyable. Donc ça lui permet aussi d'avoir des prévisions plus précises par rapport à leur planification de la saison tout ce qu'ils ont à préparer pour. Normalement, ils ont deux saisons, c'est toujours mars et septembre. C'est là qu'ils vont donner les grosses commandes qui ont été produites normalement en Asie et envoyées dans le reste du monde pour être vendues 3-4 mois après. Et le dernier point sur Decathlon, c'est ils ont même modifié leur packaging pour pouvoir adapter. Par exemple, des trucs en métal, des choses comme ça, ils ont adapté leur packaging pour pouvoir mettre les étiquettes. Et on le voit même s'ils vendent basket Adidas à Decathlon, ils ont l'étiquette RFID aussi. Donc, ils s'y croient vachement. Il y a beaucoup d'informations sur Decathlon en ligne. Moi, j'ai juste mis une petite vidéo juste pour faire donner un aperçu. Je pense que tout le monde est déjà allé à Decathlon une fois dans sa vie au plus. Mais je vous encourage même en ligne, dans la page Decathlon, il y a on va le partager après le webinaire, mais il y a beaucoup d'informations, des vidéos qui expliquent très simplement et très bien la technologie RFID et pourquoi ils l'utilisent. Donc ça, c'est vraiment le gros cas en France. Après, on a, comme je disais, le roi Merlin, il y a Etam, il y a Kiabi. Vous allez voir, pour reconnaître une étiquette RFID, quand vous allez dans un magasin, il faut que la prendre comme ça, regarder dans la lumière et vous voyez la petite puce, en fait. Voilà, ça c'est le cas Décathlon. Après, j'ai un deuxième cas. Je parle de ces cas-là parce que moi, j'ai accompagné ces deux entreprises dès le début, quand ils faisaient leurs pilotes, etc. Donc, je peux vous partager des choses que vous ne trouverez peut-être pas en ligne. Ça, c'est le cas de Sarah, qui fait partie du groupe Inditex. Ils ont commencé presque en même temps que Decathlon. Moi, c'était pareil à l'époque, j'arrivais dans les magasins à Barcelone avec la boîte d'étiquettes RFID. Et les filles dans le magasin, elles étaient mortes de trouille parce que elles savaient pas qu'est-ce que c'était. Qui dit automatisation, on pouvait lire en fait tout un tas de vêtements comme ça. Bah, les employés, ils avaient un petit peu peur que la technologie les remplace. Mais en fait, l'objectif, c'était vraiment d'enlever ces tâches un peu pénibles pour les employés du magasin pour qu'ils puissent dédier plus de temps à mettre en place des choses dans le magasin, conseiller les clients, etc.
Après, Sarah, ils ont fait le choix de ne pas mettre tout de suite les caisses automatiques parce qu'ils estiment qu'il y a une espèce de dialogue avec le client dans la dernière étape. Maintenant, ils sont en train de le faire. Regardez comment ça va vite en fait au niveau scanning. Et la différence par rapport à Decathlon, bah, Sarah, c'est de la mode, ça change tout le temps, il faut que ce soit joli. Ils ne voulaient pas mettre une étiquette énorme avec les RFID, les RFID. Donc, ils ont demandé aux fournisseurs de travailler sur une façon plus cachée ou plus jolie de mettre en place les RFID. Donc, ils ont développé, les fournisseurs qui ont développé un fil tout fin qui est produit en Italie, très exclusif pour Zara. C'est un tout petit fil avec de la technologie RFID qu'ils vont rajouter dans les étiquettes de taille ici, par exemple. Donc on ne le voit pas, c'est très joli, mais ça a la même fonctionnalité que les grosses étiquettes qu'on voit chez Decathlon. Moi, je trouve ça, c'est vraiment de l'innovation. Après, il y a aussi plein d'infos, vous allez voir en ligne, il y a plein des exemples sur Sarah, mais quand on voit qui sont vraiment les premiers, c'est les deux là, je dirais. Donc ça, c'est par rapport à Zara, mais on va changer un peu de secteur parce que c'est vrai que peut-être vous, vous dites, bon, c'est bien le retail, mais peut-être ça m'intéresse pas pour mon secteur. On a aussi demandé l'hospitalier. Bah, même à Clermont-Ferrand, à Michelin, ça fait aussi des années qu'ils ont mis en place la technologie RFID. Pour eux, c'est vraiment inséré dans le pneu. Donc l'idée de Michelin, c'était vraiment de faire un suivi des A à Z des pneus. Pas que dans leur production, gestion d'inventaire, etc. C'est aussi utilisé après pour faire un suivi de pneus. Ils travaillent ensemble avec les constructeurs d'automobiles, comme on va dire un Volvo, un Audi, n'importe, qui vont mettre des Michelin. Ils peuvent connecter euh, toutes les infos sur ces pneus. Ils peuvent regarder la maintenance. Est-ce que c'est le moment de rappeler les produits parce qu'ils sont en fin de vie? Et là, ils essayent aussi de travailler sur tout ce qui est second vie, qu'est-ce qu'on fait avec les pneus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas encore hyper bien développé, tout ce qui est la gestion de pneus, qu'est-ce qu'on fait à la fin. Donc ça, c'est vraiment un cas super intéressant, c'est juste à côté, et eux, ça fait aussi un moment. En fait, à partir du moment que l'entreprise décide de mettre les RFID, en général, il part sur des bases très simples. Je vais améliorer mon inventaire, par exemple. Et au fil du temps, quand il commence à s'habituer à comprendre la technologie, il commence à rajouter des cas d'usage. Et il y a encore plus de la valeur rajoutée, évidemment. Après, en dernière, c'est sur la partie agroalimentaire. Donc, ça, c'est plutôt générique. Je vais vous donner plusieurs exemples, mais c'est vraiment pour vous montrer la partie de la valeur ajoutée dans le secteur alimentaire. On peut détecter les dates d'épération beaucoup plus rapidement. Pour lutter contre le gaspillage, par exemple, on peut tracer la vaisselle. À McDonald's aujourd'hui, quand vous allez, il y a les très jolies vaisselles et ils disparaissent assez souvent, mais ils ont mis en place des étiquettes RFID ou des étiquettes, des dates plus RFID à l'intérieur pour tracer, pour voir combien de lavages on a fait, où c'est situé dans le magasin, etc., gérer le stock. Et il y a une partie aussi par rapport à l'emballage, la partie hygiène. Donc, un dernier exemple qui me vient à l'esprit, c'est aussi le Nespresso. Je ne sais pas si vous buvez du Nespresso, mais on peut donner les capsules, on peut les rendre dans les magasins et ils s'occupent du recyclage, etc. Bah, ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin de tracer tout ça. Donc maintenant, ils ont mis en place des puces RFID pour les capsules. Donc, je pense que la partie circularité, c'est un nouveau cas d'usage. Ça fait que quelques années. Donc, je pense que les entreprises et même les fournisseurs de la technologie sont en train de réfléchir quelle est la meilleure façon de mettre en place aussi. Euh, Ça, c'est pour la partie cas d'usage. Je pense que euh, avant de... Pardon, on va attendre les questions à la fin. Je continue un petit peu et on fait les questions dans 5 minutes. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut faire ça tout à fait. Il y a juste une nouvelle question, mais on va attendre, pas de souci. Et je vous invite à continuer de poser vos questions dans le chat, du coup. Et on les prend à la fin. Merci. Voilà, donc c'est ce que comme merci. Comme je disais tout à l'heure, au début, c'était vraiment le cas d'usage, c'était
inventaire simple, améliorer la précision du stock, etc. Avec le temps, avec l'arrivée du online shopping, omni-channel ou omni-canal, c'est vachement utile d'avoir une précision du stock assez élevée pour pouvoir envoyer au client, avoir moins des erreurs de commande, etc. Donc c'est là que la technologie aussi, ça aide beaucoup. Et maintenant, très bientôt, il y a ce qu'on appelle le passeport numérique qui va arriver. Ça, c'est peut-être qu'à certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant, mais c'est très spécifique par secteur pour l'instant. Mais l'idée, je vais passer des slides pour vous expliquer un peu plus, mais l'idée, c'est qu'à partir de 2027, on va être obligé dans certains secteurs d'avoir un passeport numérique, ce qu'on appelle le DPP, Digital Product Passport, qui arrive pour l'économie circulaire. Donc, on parlait au début, si vous vous souvenez bien, la différence des RFID avec les autres, c'est qu'il y en a vraiment cet ID unique. Donc, c'est la même chose. Dans le passeport digital, on exige une identité unique pour avoir en transparence, avoir toute l'historique d'origine, matériaux, empreinte carbone, etc. Donc, les RFID, ça peut très bien aider à cette cas d'usage. Surtout si ça fait longtemps qu'on a mis en place, c'est juste une question de collecter les données. Donc, c'est ce qu'on parlait du middleware, sélectionner les données, etc. Ça va être obligatoire pour recyclage, tout ce qui est second main, deuxième main, etc. Et les premiers secteurs qui vont vraiment commencer, c'est les batteries. C'est en février 2027, normalement, que ça va commencer. Et ça change, hein, J'ai participé dans 6 mois à la mise en place de tout ce qui était Digital Product Passport dans mon ancienne entreprise. Et tout ce qui est la loi autour de DPP, ça change assez souvent. Mais je vois que au moins les gros axes, ça reste cohérent pour l'instant. On commence par les batteries en 2027. Textile, tout ce qui est habits, chaussures, etc. Électronique, tablette, téléphone, etc. Ça sera après. Il y a les produits de construction qui vont venir en 2028. Ça, c'est aujourd'hui. Peut-être que dans quelques mois, ça va changer un peu le timing en fonction de est-ce que tout le monde est prêt pour le faire. La question que moi je me suis posée quand j'étais en train de préparer cette webinaire, c'était mais pourquoi on part sur les batteries, le textile d'abord? Pourquoi les secteurs choisis en priorité? C'est une question d'impact sur l'environnement. En fait, les batteries, combien de déchets, en fait, le taux de déchets originés par les deux premières batteries et textiles est assez élevé par rapport aux autres. C'est par rapport à l'empreinte carbone, c'est vraiment pour mettre en place quelque chose pour les secteurs qui polluent le plus, malheureusement. Donc voilà, ça c'est la partie Digital Product Passport. J'imagine que vous allez avoir des questions par rapport à ça aussi. On va venir dans les questions dans quelques minutes. Maintenant, je voulais partager un petit peu avec vous les 5 clés du succès en général que j'ai vu au fil des années, qu'on travaille avec les clients, etc. C'était vraiment de ce qu'on parlait comme décathlon, vraiment partir sur le plus tôt possible, on va mettre ces identifiants uniques sur le produit. Plus de bénéfices, la valeur ajoutée, on va voir. Donc, c'est source tagging qu'on appelle source tagging, un tagging à la source. Je dirais, c'est presque obligatoire. Après, vraiment adapter les flous euh, et pas vouloir viser la lune tout de suite, en fait. Prenez un cas d'usage, par exemple, je vais améliorer mon stock et vous partez sur cette cas d'abord et après la suite. Et commencez. Petit, par étape. On ne peut pas faire un déploiement RFID comme on fait parfois un déploiement MRP. Maintenant, tout le monde va être sur SAP et c'est comme ça. RFID, il faut aller petit à petit. Et accompagner, surtout s'il y a des appréhensions par rapport à la technologie, que ça va peut-être supprimer des emplois ou des choses comme ça va peut-être changer, ça va optimiser les coûts, mais pas forcément supprimer les emplois, ça dépend. Et l'autre partie qui c'est très important, c'est la partie des standards. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le GS1 ou GS1 en France, c'est les standards par rapport au code barre, au QR code, etc. La technologie RFID, ça, c'est tout aligné avec les standards mondiaux. Donc, pas la peine de réinventer quelque chose ou vous mettre à créer une autre chose. Il y a plein de choses qui sont déjà en place. Donc, il vaut mieux.
adhérer à un standard global et vous serez tranquille pour pouvoir aller dans tous les marchés aussi. Euh, donc l'accompagnement du terrain, c'est vraiment important aussi. Tout ce qui est formation, vraiment laisser les gens adopter la technologie. On va partir sur la partie investissement. Pourquoi c'est rentable la RFID? Je pense que c'est la question qu'on nous pose toujours, surtout en supply chain. C'est dur parfois de argumenter avec son M+1 ou M+2 pourquoi on a besoin de cette technologie, une technologie en général. Et les investissements, ils ont fait dans le côté innovation pour les clients, mais tout ce qui est supply chain et derrière, on a un peu plus du mal. Je pense que la partie, les trois éléments plus importants pour prouver la valeur, ou pourquoi ça va aider, c'est la précision du stock. On passe vraiment des taux de stock des 70 à 99%. Comme je disais tout à l'heure, réduction de l'inventaire. En fait, le temps d'inventaire, on passe avec le scanner et c'est fait. En fait, c'est super rapide, donc on gagne du temps. Et les erreurs d'expédition aussi. Donc on gagne aussi tout ce qui est litige avec les transporteurs, etc. On a toute cette transparence. Et normalement, l'AOI constaté, c'est moins des 18 mois. Mais ça dit, en fait, il faut projeter en étapes. Moi, ce que je faisais à chaque fois quand j'avais quelqu'un qui voulait le mettre en place, je lui dis, bah, pour avoir le buy-in, pour convaincre ton N+2, N+1, on va faire un petit pilote d'abord. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. On peut louer l'équipement et ça donne tout de suite une idée du potentiel de la technologie. Donc, c'est pour ça que je saute dans la prochaine slide. Promis, c'est la dernière slide, je pense. Donc, commencer petit. Je pense que parfois, pour prouver la valeur d'une technologie, un processus, il faut pouvoir montrer à quoi ça sert et qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, commencer petit, choisir un type de produit, peut-être celle qui vous donne le plus de mal de tête avec l'inventaire. Vous commencez par là. Euh, après, il faut pas vouloir non plus faire toute la chaîne. On avait vu tout à l'heure, il y a la réception, shipping, etc. Commencez peut-être par deux parties. Je veux juste faire mon inventaire et envoyer au client. Je sais pas. Il faut bien définir le scope. Et comme on disait aussi, il y a pas mal en France d'acteurs qui sont des experts en RFID dans tous les différents, même si vous êtes petit, vous êtes grand, moyen, etc., qui vont pouvoir vous aider. Pas la peine de vous mettre tout seul à décoder le truc des A à Z, parce qu'il y a plein de choses déjà disponibles dans le marché. Donc, comme je disais, on peut louer l'équipement. Euh, la plupart de fournisseurs de RFID ou de la solution de A à Z, scanner, étiquette, middleware, etc., ils travaillent tous de la même façon. C'est très rare qu'ils travaillent d'une autre façon. Ils travaillent toujours en mode projet, petit scope. On fait une partie, on prouve la valeur et après, on fait un déploiement plus important. Donc, pas avoir peur de tester. C'est vraiment pour un proof of concept, vous n'aurez pas besoin d'un gros investissement. Et ça prend au niveau de temps, j'imagine que vous allez me demander ça, mais je réfléchis maintenant. Pour un pilote en proof of concept, il ne faut pas non plus partir sur 1 ou 2 ans. C'est 3, 6 mois, on teste, on aime ou on n'aime pas. Mais il faut faire vite pour se rendre compte vite si ça passe ou ça passe pas. C'est ça au moins mon conseil. Euh, voilà toutes les informations que j'avais à partager avec vous. J'apprécie beaucoup que vous avez beaucoup de questions, donc on a encore un peu de temps. Je suis bien dans le timing, je pensais. Donc, Ouais, on a le temps pour les écoute, questions. ouais, très bien. Merci beaucoup, Greta. C'était super intéressant, super clair. Félicitations pour ça. On a effectivement pas mal d'autres questions. Il y en a une que je ne retrouve plus, mais je l'ai en tête, qui était à propos de la confidentialité. Oui, si, voilà, ok. Est-ce que les infos d'un tag RFID peuvent être lues par des personnes extérieures à l'entreprise? Non, 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 c'est un software, un programme spécifique pour ces tags-là. On ne peut pas passer avec un téléphone et faire.
C'est Ok, un peu comme les médicaments qui sont une espèce de matrice. C'est pas un QR code, c'est une petite matrice. On peut pas la lire en fait, on ne peut rien faire avec. Non, non, c'est encodé spécifiquement pour euh, l'entreprise qui a ce service. Mhm. très bien, merci pour ça. Question de Clément, j'avais exactement la même, donc ça tombe bien. Est-ce que tu peux développer un peu le cas Nespresso, puisque on se dit en fait un tag RFID qui va qui serait de l'ordre de 10-20 centimes pour une capsule. Moi j'avais 30 centimes en tête et Clément dit 50, mais voilà, enfin pour cet ordre de grandeur, comment on peut rentabiliser cette technologie-là sur un produit à si faible valeur? Non, ils font pas sur la capsule en soi. C'est en fait quand on rend les capsules à l'espresso, par exemple, on a un petit sac avec les capsules. Ils sont faits peut-être au niveau sac. Ils font pas au niveau capsule. Il y a peut-être c'est vraiment pour suivre si ça va dans les bons endroits, etc. Mais c'est D'accord. pas par. On peut choisir en fait. On dit soit je le fais par capsule, soit je le fais par boîte. En fait, ça c'est un sac de capsules, c'est une étiquette RFID par exemple. Ok, Oui, dans ce cas-là, c'est vrai que. Je très serais bien. surpris hein, dans tout ce qui est beauté, par exemple, tout ce qui est le produit cosmétique. Il y a des sociétés qui mettent vraiment des petites étiquettes RFID sur par exemple, les rouges à lèvres, des choses comme ça, que ça coûte peut-être pas très cher, mais ils ont tellement de vols et dans les entrepôts qu'ils ont obligé de mettre des étiquettes RFID. C'est par rapport à leur processus interne. Il y a beaucoup de vols de produits. Très bien, merci pour ça. On a aussi une question, pardon, hop, 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 ça a bougé. Oui, sur la mise en place, et est-ce que des logisticiens ajoutent des tags lors de la réception de marchandises pour mieux gérer le flux? Et si oui, comment est-ce rentable? C'est possible. Ça peut. Il y a des solutions, il y a différentes solutions en fait. Par exemple, je comprends en fait, par exemple dans le Zalando qui va avoir des choses de partout, on a des chaussures, on fait la distribution de différentes marques. Est-ce que ça fait du sens de mettre des étiquettes RFID pour suivre l'entrepôt? Il y a des applications assez, comment dire, c'est assez, ça peut être automatisé en fait. Quand on fait la réception, c'est juste à la place de faire comme ça avec une étiquette de code barre interne, etc. Bah, ça sert une étiquette de RFID. Donc on remplace pas, on rajoute pas du travail en soi, on change l'étiquette. Ok. Juste pour préciser, enfin pas pour préciser, mais pour donner un exemple aussi, on a eu l'occasion l'année dernière avec l'association Ecalp Supply Chain de visiter Spartoo, qui a une mise en place de RFID de A à Z sur toutes les boîtes de chaussures qui rentrent, qui sortent. Et justement, sur la mise en place, l'avantage, ils disaient que ça leur coûtait quasiment rien parce qu'ils avaient déjà un process d'étiquetage de chaque boîte au moment où elle rentre dans l'entrepôt. Donc finalement, c'était juste une activité existante dans laquelle ils mettaient comment dire, un tag en plus. Donc en coût main-d'œuvre, c'était, on parlait de 1 à 2 centimes supplémentaires par rapport au temps passé. Donc, je Oui, pense, non, c'est voilà. pas. L'idée, c'est vraiment de mettre à profit une activité existante pour poser le tag RFID en même temps, je pense. On a aussi une autre question sur l'impact possible d'un tag RFID sur le fonctionnement du produit sur lequel il est posé, par exemple sur les batteries ou autres, et en termes d'interférences électromagnétiques, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Une batterie, ça c'est une bonne question. Je suis pas sûre. Je pense que bah, aujourd'hui on le met en place dans les pneus qui sont connectés avec la voiture. Il y a plein des autres choses et ça marche. Euh, Après où ça marche pas, comme on disait, c'est tout ce qui est métal, c'est un peu compliqué et liquide, mais ça, c'est une bonne question. Je saurais pas dire tout de suite non, oui. Mais ça dépend vraiment de l'application, en fait. Ok, Désolée. Je peux faire un peu mes recherches et vous donner une réponse offline si vous voulez.
Très bien, merci Greta. Euh, Autre question de Marwan. Est-ce qu'une étiquette RFID peut faire l'objet d'un antivol, donc? Oui, oui. Il y a des, il y a des retailers qui le font déjà, en fait. Le truc, c'est que dans le marché aujourd'hui, il y a les portiques. Vous voyez, quand vous allez dans un magasin, ça bip et tout. Ça date, c'est un espèce de monopole dans le marché. Tout le monde a investi dans ce type de technologie. Mais on commence à voir qu'elle utilise aussi le RFID pour la partie anti-vol. Donc, à la place d'être un scan, aujourd'hui, je sais pas quelle technologie c'est, mais c'est un scan RFID, en fait. Donc, ça bip quand on sort. Je pense que Sarah, elles ont déjà mis en place les anti-vol RFID. Je pense qu'ils sont déjà mis en place. Oui, oui, sûrement. Moi, j'étais aussi responsable pour la partie anti-contrefaçon. Et bah, il y a déjà l'identité unique, on peut le scanner, donc c'est... Après, tout ce qui est pour les contrefaçons, c'est un peu comme une assurance, en fait. Les marques, ils sont pas prêtes à mettre en place que pour ça. Il faut une autre chose pour le retour d'investissement. Donc, en fait, en général, ils vont pas mettre en place l'RFID que pour la lutte contre les contrefaçons. Il le faut bah, la partie inventaire, etc. Et après, un peu le plus, c'est dire, et en plus, on peut détecter dans les magasins ou utiliser l'identité unique pour tracer s'ils sont dans les marchés un peu, vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle le gray market. Un produit qui devait être, par exemple, en Europe, on le trouve en Asie. Donc, c'est des marchés parallèles, en fait. Merci Greta. Je refais le tour des questions-réponses. Je vois qu'on a aussi pas mal de réponses directement dans le chat ou des compléments d'information, en particulier sur les risques d'interférence. On dit non, pas de risque d'interférence, typiquement avec des tags actuellement sur les PC portables. Et ça vient de bouger, donc j'ai perdu le texte. Oui, sur les PC portables pour faire les inventaires. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors là, hop, une nouvelle. Euh, enfin, oui, une personne qui n'était pas forcément d'accord avec toi sur le rôle, sur la possibilité de lire un tag de manière universelle. Y a-t-il une possibilité d'avoir des informations ouvertes et une autre partie confidentielle, et telle que a priori définie dans la norme GS1? Oui, ça peut être défini. Après, il y a des... Si on se met à lire, on a tag RFID, on n'a pas le logiciel ça va juste nous donner le numéro de série ou le numéro unique, en fait. Mais ça va pas nous donner des plus d'infos que ça. Sauf si on veut donner ces infos, qu'elles soient disponibles, en fait. Si on veut que les infos soient disponibles, ben, on va les rendre disponibles. Mais Ok, ouais, donc c'est vraiment un choix que l'on fait sur qu'est-ce qu'on rend accessible et qu'est-ce qu'on protège. si on nous demandait toujours, bah, le jour que les téléphones portables vont lire les RFID, ça va être génial et tout. Mais je sais pas en fait pour l'instant, oui, il y a le téléphone qui peut lire la technologie RFID, mais est-ce que les gens sont au courant? Pas trop en fait. D'accord. Merci. Ça continue, encore d'autres nouvelles questions. Tu as donc parlé du passeport digital avec une mise en œuvre progressive à partir de 2027 pour les batteries. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ce concept-là, sur ce passeport digital, pour déjà commencer à se préparer dans les différentes industries correspondantes? Ça, je peux vous partager quelques liens qui sont intéressants par rapport à Digital Product Passport. Parce qu'il y a il y a beaucoup de bruit, en fait, quand on cherche des informations par rapport au passeport digital, parce qu'il y a beaucoup vraiment, d'entreprises qui cherchent de vendre leurs produits. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres en ce moment. Mais je peux vous partager après le webinaire avec le recording et tout ça, on peut partager quelques liens utiles puis qui sont vraiment fiables par rapport à c'est quoi les dernières nouvelles, comment on peut se préparer, etc. Mhm. Très bien, merci. On continue à une question sur l'impact environnemental des tags RFID, en partant du principe qu'ils ont une vie relativement courte, surtout pour ceux dans le textile et qui finissent à la poubelle.
Donc la question c'est est-ce que c'est recyclable et quelle est l'empreinte écologique de leur production et de leur élimination? Non, c'est une très bonne question et c'est le casse-tête de les fournisseurs de RFID. Il y a du progrès. Maintenant, par exemple, depuis quelques années, tous les papiers utilisés pour les étiquettes sont tous FSC, recyclables, etc. Les puces, ils sont toutes petites. Donc parfois, oui, on peut donner une seconde vie, on peut faire, si on fait le tri, on enlève la puce, on peut utiliser le papier, etc. Mais c'est tellement petit que c'est un peu difficile. Donc c'est un peu le casse-tête de tout le monde. Donc ils essayent de faire au mieux au niveau tout ce qui est les autres matières premières, à part le puce. Après, pour la partie production, en général, ils sont à côté des producteurs de vêtements, tout ce qui est textile. Donc, il y a beaucoup de production en Asie, il y a de la production au Mexique, au Brésil. Ils sont vraiment à côté des grands centres de production de textile, par exemple. Donc, ils sont à côté. Mais après, c'est vrai que c'est pas encore, ils sont pas encore 100% clairs comment. Et ça, il y a beaucoup de travail sur l'innovation, de vraiment commencer avec le côté circularité dès le début quand on développe des produits. Mais c'est un voyage qu'ils sont en train de faire, hein. C'est pas encore tout dit dans ce cas-là. Il y a, je pense qu'il y a, il y a un document assez intéressant de quelqu'un qui a investigué ça. Je vais essayer de le trouver, on va le partager aussi par rapport à la circularité et l'impact des résidus. Très bien, merci. Et je vais prendre la toute dernière question, il ne reste même pas une minute pour finir à temps. En termes de réglementation, quel règlement et directive européenne s'appliquent au tag RFID? Par rapport aux tarifs, en fait. Non, non, les règlements, directives européennes en termes de réglementation, en fait. Qu'est-ce qui s'applique en termes de réglementation? Ah, on avait parlé de ça il y a quelques jours. Et c'est le RED, je pense que ça s'appelle RED. C'est tout ce qui est pour les tags passifs qu'on a parlé au début. Comme c'est passif et ça génère pas, tant qu'on ne le scanne pas, ça se passe rien. On ne le déclare pas comme un produit qui a une émission d'ondes spécifique. Si c'est un tag actif, oui. Je sais pas exactement comment elle s'appelle la loi européenne pour ça. Je pense que c'est le RED, RED. Mais normalement, il n'y a pas de déclaration très spécifique à faire si on met en place des RFID passifs. C'est quand on passe dans l'actif, ça devient un peu plus compliqué. Eh bien, écoute, merci beaucoup Greta pour ta présentation, pour les réponses nourries à toutes ces questions. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été aussi actifs et aussi participatifs. Je vois qu'il y a beaucoup de remerciements aussi sur le chat, des emojis qui arrivent. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas aussi à participer, à vous inscrire à l'association pour pouvoir bénéficier de nombreux webinaires et autres manifestations, visites d'ateliers, conférences, ateliers, etc., que l'on organise très régulièrement. Merci à vous tous et très belle journée. Au revoir. Merci.